m'appelle Jérôme Urvoas et je vous propose sur les 3 prochains quarts d'heure donc de partager avec vous un sujet qui me tient à cœur, c'est la confiance avec une intention, c'est partager donc des clés donc pour la créer et développer la performance donc d'une équipe. Tout d'abord, je tenais à remercier donc l'ensemble des sponsors donc, qui permettent la tenue de cet événement. Et ce que je vous propose, c'est également donc, d'applaudir tous les gens qui ont organisé cette session parce que c'est vraiment un super événement. Donc, bravo. Est-ce que je vais poser quelques devinettes. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Éric Tabarly. Éric Tabarly, alors au-delà du navigateur, c'est un monsieur qui m'a beaucoup inspiré. Souvent, les gens connaissent Éric Tabarly, donc le navigateur, donc la personne et notamment certaines traversées qu'il a pu faire en solitaire. Ce monsieur, dans le monde de la navigation, il est surtout connu pour sa capacité à fédérer les équipes, les équipages et à créer des collectifs. Et ce monsieur, il a une citation que j'aime beaucoup. Cette citation, c'est « La confiance est un élément majeur, sans elle, aucun projet n'aboutit ». C'est une conviction que je partage donc avec Éric Tabarly. Donc je vous l'ai dit rapidement, je m'appelle Jérôme Urvoas, donc qui je suis, d'où je vous parle. Moi, il se trouve que je suis à Alectra, je vais vous en parler très, très rapidement. Donc c'est un éditeur de logiciels et de solutions technologiques. Moi, j'ai découvert l'agilité il y a un peu plus de 15 ans. Donc, je viens du monde du développement logiciel et ce que j'ai bien aimé donc, dans cette approche-là et ce qui résonne par rapport à des valeurs que j'ai, c'est le fait qu'entre chaque être humain, chaque équipe, il existe un potentiel qui n'existe qui ne demande qu'à être développé. Pour peu qu'on fasse preuve de rencontre et d'ouverture, c'est pour ça que je suis là. Moi, je crois au pouvoir de la rencontre, je crois au partage. Et je crois également à la dimension intelligence collective. Et si on mixe l'ensemble de ces ingrédients, moi je suis persuadé qu'on peut aller vers des changements qui soient plus durables, plus respectueux des personnes. Voilà pour vous parler rapidement de moi. Sinon, je suis responsable d'une équipe de coach interne donc, qu'on a créée il y a quelques années. Pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez donc les slides, je les posterai sur Twitter et sur mon compte LinkedIn à l'issue de l'événement. Et je taguerai donc avec l'événement. Comme ça, vous retrouvez la présentation. Lectra, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Lectra dans la salle? Oui, il y en a 2. Vous venez de Bordeaux, vous, c'est ça? Oui, on se connaît un petit peu, c'est pour ça. Donc, Lectra, c'est une entreprise donc, française, mais qui travaille à l'international. On fait 97% de notre chiffre d'affaires à l'international. Et qu'est-ce qu'on fabrique? Des solutions technologiques, c'est-à-dire des logiciels, mais également des machines de découpe, pour tout ce qui est matériaux souples. Donc, matériaux souples pour quel marché? Qui est venu en voiture aujourd'hui? Voilà. Donc, toutes les personnes qui sont venues avec une voiture, dans la voiture dans laquelle vous êtes venus, il y a une chance sur 2 pour qu'il y ait la technologie Lectra. Donc, on a la moitié du marché mondial donc avec nos machines de découpe de tout ce qui est airbag. Donc, qui a des vêtements dans la salle? Bon, a priori, tout le monde. Là, c'est un petit peu moins. Donc, il y a environ un tiers des vêtements donc, dans le monde qui, dans leur chaîne de production, de conception de production, ont fait intervenir de la technologie Lectra. Donc à travers les machines de découpe ou le design de vos vêtements ou le fait de le projeter donc, en termes de pièces. Donc voilà, on n'est pas très connu parce qu'on ne communique plus depuis une vingtaine d'années. C'est une entreprise qui a une 50aine d'années et on est basé donc essentiellement à Cestas au niveau de la R&D. C'est un peu plus de 500 personnes, même si on s'est beaucoup développé. On vient de racheter notre concurrent américain. La confiance, de quoi je vais vous parler sur la prochaine heure. Alors normalement, si je fais correctement mon job, donc dans 45 minutes, voilà, vous aurez eu donc à avoir un prérequis à dépasser donc, pour développer cette confiance. J'aurais partagé avec vous 2 grands types de confiance. Vous aurez 3 bonnes raisons de la développer. J'aurais partagé avec vous 4 concepts qui m'apparaissent clés. Alors c'est à moi, il peut en avoir d'autres, c'est ma vision des choses. Et alors, peut-être plus intéressant, c'est 5 fondamentaux pour construire des relations de confiance. Et le bonus, vous partirez avec 6 leviers pour développer ce que j'appelle une confiance organisationnelle. Donc, des choses qui vont faciliter le changement dans vos organisations et favoriser la performance. Un prérequis fondamental.
Est-ce que vous connaissez le principal poison qui attaque la confiance dans les organisations? Le contrôle, c'en est un. Le manque de communication. Qu'est-ce qui génère ça souvent? Donc ce besoin de contrôle. Le manager, ouais. Quelle est l'émotion qui est derrière? La peur, oui. La peur. Effectivement, la peur, c'est un poison donc, qui, de façon insidieuse, rentre dans les organisations donc, et qui fait qu'on va s'installer un manque de sécurité psychologique. Donc la première des choses, quand vous voulez faire un travail sur la confiance et la développer, c'est prendre conscience que cette peur est là et travailler dessus. Donc faire confiance, c'est commencer par dépasser ses propres peurs. Si vous n'instaurez pas cette sécurité psychologique, vous n'arriverez pas à développer la confiance. Alors, il y a des moyens de le faire. Les leviers que je vais vous donner permettent donc de dépasser cette peur. Donc, un prérequis. 2 types de confiance. Est-ce que vous savez comment on traduit confiance en anglais? Confidence, trust. 2 mots, donc en anglais. Donc, pour moi, ça correspond à 2 notions de confiance différentes. La première, c'est une notion de confiance personnelle, confiance en soi, ou confiance interpersonnelle, une confiance relationnelle. Le deuxième, c'est cette notion de confiance organisationnelle, de confidence. Parce qu'on a réussi les choses une première fois, on pense qu'on est en capacité de le faire une deuxième fois. Donc, on va revenir sur ces 2 notions-là. Si je dois mettre une définition donc derrière, je vous l'ai mis, j'ai pris, vous avez la référence en dessous, j'aurais pu la prendre dans le petit Larousse. Donc ça peut être la confiance, un sentiment de sécurité, d'harmonie qui nous fait penser qu'on va réussir à faire les choses. Et l'autre définition, c'est une croyance spontanée ou acquise en la valeur morale, affective, professionnelle d'une autre personne qui fait que l'on est incapable d'imaginer sa part tromperie, trahison ou incompétence. Alors ça peut faire un petit peu peur, mais c'est juste cette dimension où, et l'autre personne, ça peut être soi-même. Si on se fait confiance à soi, on va être sur une notion de confiance en soi. Donc 2 notions différentes, confiance relationnelle, confiance organisationnelle. 3 bonnes raisons de travailler sur la confiance. Est-ce que vous connaissez cette jeune fille? Non, c'est ma fille, voilà, c'est normal. Pourquoi je vous montre cette photo? Donc ma fille, l'année dernière, elle a eu ses 18 ans. Et juste avant ses 18 ans, on lui a demandé, écoute Olympe, elle s'appelle Olympe, qu'est-ce que tu voudrais pour ton anniversaire? Et puis elle me regarde, et je sais pas, j'ai déjà un téléphone, j'ai déjà un PC, j'ai besoin de rien. Alors, je lui dis, mais il n'y a pas une expérience, quelque chose que tu voudrais vivre, tu ne voudrais pas faire un voyage ou... Je ne sais pas, écoute papa, je vais y réfléchir et puis je vais revenir. Elle est revenue 3 jours plus tard, donc on était dans la cuisine avec ma femme, donc sa maman, et puis elle nous dit, je veux sauter en parachute. Alors maman est devenue toute blanche, moi j'ai regardé et ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce que, alors c'est une jeune fille brillante, je ne suis pas objectif, je suis son papa, mais qui n'est pas forcément téméraire. Là, elle est en conduite accompagnée depuis 2 ans et demi, je ne vous raconte pas. Mais au-delà de ça, donc, ça m'a vraiment surpris. Mais en y regardant d'un peu plus près, ce n'est pas si étonnant que ça. Mais cette jeune fille, elle a développé au fil du temps une très grande confiance en elle. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, elle n'a pas peur d'aller au-delà de nouvelles expériences. Donc, cette notion de confiance donc, appliquée à soi, si on développe la confiance en soi, ça permet donc, de révéler le potentiel individuel de chacun, de se dépasser, d'avancer, de progresser. Donc, confiance en soi, développer la confiance en soi, premier levier de performance. Je continue les devinettes. Est-ce que vous reconnaissez les gens sur la photo? Alors, ce n'est pas du handball, non. C'est du volley. C'est du volley. Est-ce que vous avez une idée d'où est tirée cette photo? À quel moment? Donc, c'est lors du moment du titre olympique. Donc, l'année dernière. Donc, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au sport, l'équipe de France de volley, comme beaucoup d'équipes de France de sport co, c'est les meilleurs. C'est ceux qui jouent le mieux, ils sont créatifs et autres. Mais les matchs de préparation, c'était une purge. On a commencé le tournoi,
Pourtant, on a parmi les meilleurs joueurs mondiaux. Et ça ne marchait pas. Donc, on a fait des matchs, alors, soit donc on perdait, soit on gagnait donc à l'arrache. Et c'est passé pendant le tournoi quelque chose. Cette équipe, elle a progressivement donc, gagné confiance en elle. Il y a une confiance qui s'est développée au sein de l'équipe. Et il y a des matchs, donc ils étaient menés, ils étaient derrière, et donc derrière, ils restaient convaincus, confiants en leur capacité à renverser la situation. Donc cette notion de confiance appliquée à un collectif, c'est ce qui permet à une équipe de devenir plus performante, d'atteindre ses objectifs. Donc en ça, le développement de la confiance est super intéressant et je dirais même primordial pour une équipe. Je continue les devinettes. Est-ce que vous reconnaissez cet animal? Un caméléon, j'entends, ouais, c'est ça. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai choisi cette représentation? Caméléon, ça vous fait penser à quoi? Adaptation, adaptabilité, et c'est exactement ça. Cette notion de confiance dans une organisation, pour moi, elle est essentielle. Essentielle pourquoi? Parce que c'est un prérequis, elle est nécessaire à la mise en place donc, de changements, à l'adaptation. Si tout le monde est confiant donc, en la capacité de l'organisation de s'adapter, les gens s'engagent plus facilement dans ce changement. Donc, une troisième bonne raison de travailler cette notion de confiance. Donc la confiance, ça permet de développer le potentiel de chaque individu, ça permet aux équipes d'être plus performantes et aux organisations de plus facilement s'adapter. 3 raisons que je trouve bonnes. Vous n'êtes pas obligé de le partager. 4 choses fondamentales que j'aimerais partager avec vous et qui pour moi sont intéressantes à savoir sur la confiance. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Lénine, yes. Vladimir Ilyich Ulyanov. Ce monsieur, il a une formulation qu'on utilise beaucoup dans le monde de l'entreprise. La confiance n'exclut pas le contrôle. Vous êtes d'accord avec ça? Ben, pas moi. Moi, je pense que c'est une erreur. Des fois, je dis des gros mots, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie. Je pense que c'est une erreur. Pourquoi? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas contrôler dans certains contextes donc le travail ou ce qui est réalisé. Mais si vous voulez mettre en place des relations de confiance, à un moment, il faut faire un pari. Il faut lâcher prise. Il faut accepter donc, le risque d'erreur qu'il y a derrière. Donc, pour moi, à un moment dans l'installation de la relation de confiance, il y a une nécessité à lâcher prise et à suspendre le contrôle. À votre avis, combien de temps pour installer une confiance? Alors, on peut commencer par ça, si vous voulez. Combien de temps pour perdre la confiance? Vite, claquement de doigts, quasiment instantané. Alors, admettons, elle est perdue, pour la regagner, combien de temps? C'est long, c'est du boulot. Ouais. Le même type d'expérience qu'on a perdu. Donc, on rejouerait ce même type d'expérience. Une fois, plusieurs fois? Plusieurs fois. Ok. Donc, effectivement, cette notion, elle est intéressante. D'ailleurs, il y a un adage populaire qui dit que la confiance se gagne par goutte et se perd par litre. Ça reflète un petit peu ce qu'on a vu ensemble. Pour moi, ce n'est pas tant une histoire de temps qu'une histoire d'itération. On retombe sur ce que tu disais. Et une invitation que je pourrais vous faire pour installer une relation de confiance, c'est peut-être de rejouer très souvent la même situation. Et en multipliant les occurrences, ça permet de gagner du temps et d'installer cette relation de confiance de plus en plus rapidement. Donc la confiance, une histoire d'itération. D'ailleurs, c'est bizarre. Quand on fait du Scrum, on a des sprints qui sont courts. Ça milite et ça alimente cette relation de confiance. Trust me. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit, la suspension donc, du contrôle, une invitation à un point de vigilance. Pour moi, cette notion de confiance aveugle, ça n'existe pas. Il y a forcément un contexte. C'est Olivier qui en parlait ce matin, pour ceux qui étaient présents à sa session. Le contexte est primordial.
Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de ma fille, qui est ma fille aînée, je peux parler du petit dernier. Le petit dernier, il a 6 ans, donc je suis un papa coach, donc j'essaie de promouvoir la confiance, le droit à l'apprentissage, et très tôt à autoriser mes enfants à faire plein de choses. Donc mon petit garçon, il a 6 ans, il a le droit d'aller à la boulangerie tout seul, mais il faut juste traverser un bois, il y a un raccourci. Pour aller à l'école, donc il y a un passage piéton, mais les voitures roulent très vite. Ben, j'ai beau faire confiance à mon fils, je ne vais pas le laisser traverser tout seul. Donc l'idée, c'est vraiment tenir compte du contexte. Voilà. Cette notion de lien de confiance faite à l'autre, elle dépend forcément d'un contexte. Il n'y a pas de confiance aveugle. Ben, souvent, il y a des gens qui vous disent ben, « moi, je fais confiance tout le temps et de prime abord ». Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça peut même être dangereux. Alors, c'est une présentation. Donc, quand il y a des bâtiments qui sont construits, il y a le 1% culture. Ben là, c'est le 1% culture de la présentation. Est-ce que vous reconnaissez cette statue? Ou le sculpteur? Allez, le sculpteur. Rodin, j'ai une bonne réponse. Il y en a qui sont peut-être allés à New York visiter le Met. Et alors, pour la personne qui a répondu Rodin, est-ce qu'elle a reconnu la statue? Non, c'est déjà super. Hein. Alors, on peut l'applaudir d'ailleurs. Hein. Donc c'est une statue, donc c'est Pygmalion et Galatée. Est-ce que vous connaissez la légende de Pygmalion et Galatée? Oui. Ouais, donc il a sculpté donc effectivement Galatée et il en est tombé amoureux. Et finalement les dieux ont eu pitié, alors surtout Aphrodite, et Aphrodite a donné vie à Galatée. Tout ça parce qu'il a regardé d'une certaine façon. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que donc il y a une expérience qui a été menée, donc il y a plusieurs dizaines d'années, par un monsieur qui s'appelle Rosenthal, donc et plein d'autres scientifiques, et souvent notamment c'est le nom de Rosenthal qui revient dans la littérature, qui a théorisé ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Donc l'effet Pygmalion, c'est quoi? C'est une expérience qui a été menée, alors au début sur des rats. Et ensuite sur des enfants, je vais dire des animaux, c'est pas bien, non, c'est des enfants. Sur des enfants, donc ça se passe en Amérique du Nord, donc ça s'est fait dans des quartiers difficiles. Qu'est-ce qui a été fait comme manipulation? Donc à une équipe pédagogique ont été remis donc, des dossiers scolaires en début d'année. Ils ont touché leur classe et ils ont falsifié les dossiers. Donc en introduisant donc, de façon aléatoire donc, des dossiers où les enfants étaient jugés surdoués, donc des capacités au-dessus de la moyenne, et à contrario, des enfants en difficulté. Et ce qu'ils se sont rendus compte, bien sûr les enseignants n'étaient pas au courant, et à la fin de l'année, quand ils ont mesuré les résultats des élèves, ils se sont rendus compte que les élèves donc, dont les dossiers étaient de bons dossiers, donc avec derrière donc, des enseignants qui ont développé la croyance que ces élèves étaient performants. Donc, ces élèves ont eu de meilleurs résultats et inversement. Les éléphants, c'est de pire en pire. C'est les enfants, en plus c'est capté, voilà, je ne montrerai pas ça à ma famille. Donc les enfants donc, qui avaient des mauvais dossiers, donc, étant jugés comme à problème, avaient de moins bonnes notes. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. C'est-à-dire, s'il y a une croyance, et donc quelque part un regard qui est porté sur les gens comme ils sont en capacité d'eux ou ne sont pas en capacité d'eux, ça a une influence. Donc l'invitation qui pourrait être faite, c'est vous en tant que manager, accompagnant, product owner, scrum master, c'est d'essayer de porter ce regard, et c'est compliqué, c'est une croyance. Alors peut-être travailler sur cette croyance, sur le fait que les gens sont en capacité d'eux, ça a une influence. Donc si vous regardez, si vous croyez que les gens peuvent y arriver, il y a plus de chances qu'ils y arrivent. Voilà, changement de regard, l'effet Pygmalion. J'en arrive au cœur du propos. 5 fondamentaux pour construire des relations de confiance interpersonnelles. J'aimerais vous proposer une expérience. Est-ce que vous avez des clés sur vous? Oui. Alors pour les gens qui ont des clés sur vous, je vous propose de les sortir, de les mettre devant vous et de les secouer le plus fort possible. Donc faites du bruit. Allez, et il y a une gagnante, c'est celle qui a fait le plus de bruit. Au fond à droite, on peut l'applaudir, elle va venir me rejoindre sur scène. Avec tes clés, s'il te plaît.
Bravo. Est-ce que je peux te demander tes clés, s'il te plaît? Bien sûr. Merci beaucoup. Bah, tu peux retourner à ta place. Oh, cool. Merci. Vous n'allez pas prendre la voiture? Non. Et on peut applaudir. Alors, je te rends tes clés dans 2 semaines. Vous me ramenez au moins? Alors, effectivement, à ce niveau-là, tu dois te poser 2 questions. La première, oui, qui va me ramener? Donc, je ne sais pas encore à ce stade-là de l'expérience qui va te ramener. La deuxième question que tu serais en droit de te poser. Est-ce que je suis sérieux? Ben non, je ne serais pas là autrement. Alors, en lien avec celle-là, oui, la question que vous seriez à même de vous poser, c'est quelle est mon intention? Pourquoi je t'ai demandé ces clés? Pour voir si j'avais confiance. Oui, alors ça aurait pu être ça. En l'occurrence, c'est pour illustrer mon propos. Donc, ce que je propose, c'est qu'on t'applaudisse une nouvelle fois et je vais te rendre tes clés. C'est pour faire du sport aussi. Hein. Oui, oui. Donc, mon propos, c'était d'illustrer l'intention. Je pense que si vous voulez construire des relations de confiance, c'est nécessaire de poser systématiquement son intention, de partager son intention. Si vous êtes au clair avec l'intention de votre interlocuteur, ou votre interlocuteur est au clair avec votre intention, ça facilite la confiance. Alors c'est super de poser son intention. La deuxième, c'est de se comporter conformément à cette intention. Parce qu'il est évident, si vous posez une intention et que vous faites le contraire, au bout d'un moment, on ne va pas vous faire confiance. A contrario, si vous vous comportez conformément à ce que vous avez annoncé, vous allez renforcer ce lien de confiance. Donc c'est le comportement, l'exemplarité du comportement. Pareil, je parlais d'adage tout à l'heure, il y en a un deuxième qui est souvent utilisé au niveau des entreprises, c'est dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on a dit. Ça, c'est nature à alimenter la confiance. Alors très bien, mais ça ne suffit pas. Un cockpit d'avion. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Donc je prends l'avion. Petit voyage donc en famille avec des copains. L'hydravion au Canada. J'y étais il y a 2 semaines. Donc on monte dans un hydravion, petit voyage touristique, un seul pilote dans le cockpit. 8 places à bord. Donc c'est un mix. Il n'y a pas que toute la famille, il n'y a pas que mes amis. Le pilote fait un malaise. Alors il se trouve qu'avec moi, donc j'ai mon épouse. Alors mon épouse, non, elle ne pilote pas les avions. Et puis ça ne m'est pas venu en tête. Et j'ai un super copain que j'adore. Les coachs aussi, il pose ses intentions, il se comporte toujours de façon exemplaire, mais il ne sait pas piloter d'avion. À côté de ça, il y a un monsieur qui est imbuvable. Il est monté à bord, il était déjà bourré. Il insulte les personnes. Mais il se trouve que ce monsieur, il sait piloter un avion. Donc même bourré, à votre avis, à qui je vais demander de piloter l'avion? Donc pas à mon épouse, pas à mon meilleur copain, mais à ce monsieur-là. Et pourtant, il est imbuvable et il est saoul. Donc il y a une notion de compétence. Si vous investiguez un champ, vous avez des choses à réaliser dans un domaine, si vous avez des très belles personnes qui partagent leurs intentions, en termes de comportement, ils sont exemplaires, ça va être compliqué quand même de leur faire confiance. Donc cette notion de compétence, elle est primordiale. Donc quand vous êtes dans un champ relationnel, il y a des choses à réaliser, il est intéressant de travailler le champ des compétences. Le quatrième, c'est une dynamique de succès. Alors c'est super, vous avez posé une intention, donc en termes de comportement, tout le monde est exemplaire, les compétences elles sont là, mais vous êtes dans un collectif et vous allez d'échec en échec. Ça va vraiment être compliqué d'alimenter cette logique de confiance. A contrario, donc si vous multipliez les succès, ça va renforcer la confiance du collectif. J'ai pris l'exemple de l'équipe de volley tout à l'heure, c'est typiquement le cas. Donc là aussi, c'est intéressant. Donc on parlait de Scrum tout à l'heure, quand on a des itérations courtes et que vous arrivez à chaque fois à délivrer, ça renforce la confiance au niveau du collectif. Ça milite aussi pour avoir des objectifs atteignables. Et le dernier, et il est souvent contre-intuitif en entreprise.
À votre avis, c'est lequel? Alors, l'entraide, ah oui, alors, ça déclenche de l'entraide, effectivement, cette notion-là. La collaboration, oui, alors la collaboration aussi, c'est quelque chose qui peut être l'empathie. Délégué, je vais vous le donner. Vulnérabilité. Vulnérabilité, c'est savoir dire je ne sais pas, c'est savoir dire j'ai besoin d'aide. Pourquoi? Si on reprend donc, une relation, donc, quelqu'un avec qui je dois travailler, et moi je lui dis tout le temps c'est ok, je sais faire, je ne sais pas vous, mais moi ça me fait flipper. Hein. Quelqu'un qui n'a pas de limite, qui sait toujours faire, je me dis, il ne me dit pas quand est-ce qu'il arrive dans sa zone de le rouge, là où il ne sait pas faire. Ça a une dimension rassurante de savoir que quelqu'un en face de vous, quand il ne sait pas faire, il va vous le dire. Ou quand il a besoin d'aide, il va demander de l'aide. Donc cette notion également, elle est primordiale pour construire des relations de confiance. Donc en synthèse, construire la confiance dans une équipe, dans une relation, c'est savoir poser son intention, la partager systématiquement, c'est se comporter conformément à l'intention posée, c'est démontrer donc, ses compétences, et les travailler, les développer. On a le droit de ne pas être compétent, de travailler dessus, de compenser. Rentrer dans une logique de succès. Alors, rentrer dans une logique de succès, c'est aménager le cadre pour maximiser les chances de succès et avoir plein d'occurrences. Et derrière, savoir faire preuve de vulnérabilité. Mais reconnaître ses limites et les partager. Voilà, ça c'était pour les relations de confiance, donc vous pouvez développer donc, au niveau d'une équipe ou avec une seule personne. Ça marche aussi à la maison. Hein. 6 leviers pour développer une confiance organisationnelle. Je vous l'avais promis. Alors, qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'on peut avoir une confiance organisationnelle donc, au sein d'une équipe, au sein d'une organisation? La première, c'est le cadre. C'est d'avoir des règles qui soient claires et partagées. Quand les règles du jeu, elles sont connues, c'est beaucoup plus simple. Donc, à un moment de faire confiance à l'environnement. Je ne vais pas avoir de mauvaises surprises. Cette notion de cadre, pour moi, une notion qui est primordiale, c'est qu'elle soit partagée. Parce que si vous avez un membre du groupe, au hasard, le manager, qui fixe le cadre et ça n'a pas été partagé et accepté, on passe à côté de l'objectif. Des cadres dans l'agilité, on en a plein. On a Scrum. Scrum, il y a un cadre qui est clair, avec des rôles clairement définis, des artefacts, des rituels. Vous avez plein de modèles d'organisation donc, qui ont été bâtis il y a 10 ans, c'était la mode de Spotify. Nous, on a fait du Spotify, on a essayé d'adapter, d'adopter Spotify à ce niveau-là, mais il y a tout un ensemble de règles aussi sur cette partie-là. Kanban, Kanban, on l'a vu tout à l'heure donc, avec Pierre, il y a des règles qui sont très claires. Il y a des WIP, donc, il y a tout un ensemble de mesures qui vient avec. Et même Safe, il y a des règles. Il n'y a que ça. Il y a plein de choses dans Safe. Voilà. Cette notion de cadre clair et partagé, c'est une brique de base. Voilà. S'il y a des règles et qu'elles sont comprises et connues par tout le monde, c'est un premier pilier. Je vous ai mis des illustrations. Comment nous on fait ça? C'est la dimension qui est primordiale pour moi. Il n'y avait qu'un truc à retenir par rapport à cette notion de cadre. Moi, je crois à la coélaboration, à la co-construction, le faire ensemble. C'est comme ça qu'on a appropriation. C'est comme ça qu'on a compréhension. Donc, il y a une pratique qu'on fait depuis 7-8 ans. On avait découvert ça avec Octo. On appelle ça un cadrage 360 ou un agile scoping. Au démarrage de chaque projet, ce qu'on fait, c'est on réunit l'ensemble des parties prenantes. Alors, au début, c'était compliqué. Parce qu'il y a des gens qui m'expliquaient « Mais tu ne vas pas mettre tout le monde pendant un jour donc dans la même salle, ça va nous coûter un bras. » Si, je vais le faire. Et en plus, je vais te démontrer derrière qu'on va gagner du temps. Donc, c'est quelque chose qu'on fait ensemble et on revisite l'ensemble du périmètre projet. On se met d'accord sur le cadre et le mode de fonctionnement qu'on va tous adopter. On fait la même chose quand on construit une équipe. Donc, il y a quelques années, on a construit une équipe architecture. Là, vous avez un exemple de process et de règles qu'on a formalisées avec le collectif. Deuxième chose, deuxième levier, pour construire cette confiance organisationnelle, il faut avoir un objectif clair et partagé.
clair bien sûr, mais également donc partagé, et si possible, et c'est encore mieux, donc avec des mesures qu'on puisse objectiver. Là aussi, dans l'agilité, on en a plein. Donc dans Scrum, vous avez la notion de definition of done, de product goal, de sprint goal. Donc à chaque fois, c'est des objectifs. C'est des règles qui vous permettent de clarifier, voir si on y est ou si on n'y est pas. Notion d'OKR. Alors, qui connaît les OKR dans la salle? Alors, qui ne connaît pas, ça va être plus facile. Oh merci, bon, il y en a. OKR, très rapidement, l'idée, c'est de définir un objectif. Un objectif qui, en général, est produit et métier, qui peut être compris par tout le monde. Et on va y associer des key results avec. Un certain nombre de mesures qui vont permettre d'objectiver et de mesurer dans le temps est-ce qu'on se rapproche ou pas de cet objectif. Et il y a une singularité, une spécificité, c'est qu'on définit un OKR pour une période de 3 mois maximum. Et ça permet de fédérer, de faire converger toutes les parties prenantes vers un seul et même objectif et de le mesurer et de l'objectiver. C'est quelque chose qui a tendance à se développer depuis quelques années dans le monde de l'agilité. Alors, il n'y a pas de conférence, je crois, cette fois-ci sur Accelerate. Accelerate, c'est pareil, hein, c'est je vais le qualifier de framework qui est en train de s'imposer, en tout cas de se développer fortement, donc en France et pas qu'en France, et qui est basé sur 4 métriques clés, autour de tout ce qui est continuous delivery. Donc on va piloter par le lead time, la fréquence de déploiement, le temps de réparation et le taux de fail lorsque vous livrez. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que avoir un objectif clair, partagé, donc mesuré, ça permet donc de renforcer la confiance organisationnelle. Troisième levier, la reconnaissance. Qu'est-ce que j'entends par reconnaissance? Reconnaissance, c'est donner des feedbacks donc aux collaborateurs. Pas une fois par an, hein, lors de l'entretien professionnel. C'est au quotidien. Quand vous donnez des feedbacks, et des feedbacks, je rappelle, on est en France, on a très très fort sur le feedback d'amélioration ou le feedback négatif. Le feedback positif, c'est dire aux gens, ok, ce que tu as fait, c'est super. Et oui, par contre là, je te propose de t'améliorer sur d'autres champs. Donner des feedbacks tout le temps, ça permet donc aux gens d'être plus confiants. La rémunération, ce n'est pas un gros mot, c'est un signe de reconnaissance aussi. Que les gens soient rémunérés à leur juste niveau de valeur de ce qui est produit, c'est important. La reconnaissance des besoins. Il y avait un petit atelier ce matin autour des Moving Motivators. C'est prendre conscience de quels sont les besoins des collaborateurs et essayer de leur faire une place donc, dans l'équipe. Cette notion de reconnaissance, elle est primordiale. C'est un levier. Un signe, comment nous on a essayé de travailler ça il y a quelques années. Là, vous avez un exemple de charte de management qu'on a créé avec des managers, tous les managers de la structure. Et l'idée, c'était de développer cette capacité chez tous nos managers à être à l'écoute des collaborateurs, de reconnaître quels étaient leurs besoins et d'aménager le cadre équipe pour essayer de leur faire une place. 1, 2, 3, quatrième. Alors celui-là, pour moi, c'est un des plus importants avec les deux qui suivent. Créer des espaces de délibération. Qu'est-ce que j'appelle espace de délibération ? Nous sommes confrontés à une situation critique où il y a une décision importante à prendre donc au niveau de l'équipe, au niveau de l'organisation. C'est créer un espace de discussion donc, autour de ça. C'est que les gens puissent faire valoir leurs idées, très bien. Des fois, il y a des choses qui sont imposées par l'organisation. Donc, dans ces cas-là, au moins avoir un espace où les gens puissent poser des questions pour clarifier ce qui est attendu et pour également partager des réserves, des objections pour qu'ils puissent avoir un débat. Pourquoi c'est important? Je ne sais pas à vous, mais moi, si on me dit « Ok, tu vas faire comme ça et c'est pas autrement », mais mon premier réflexe, je n'ai pas envie d'y aller. Par contre, il y a un endroit où je n'ai pas envie d'y aller, je peux expliquer pourquoi, et on m'explique pourquoi ce n'est pas possible maintenant, ou finalement, on dit finalement, ton idée, elle est meilleure, c'est tout de suite plus simple pour moi. Des espaces de délibération, on en a plein toujours donc, dans nos univers agiles. Il y a tous les rituels. Le Daily Scrum Meeting, le Sprint Planning, le Sprint Review, la Sprint Rétrospective, c'est des espaces où on délibère. On se donne des feedbacks. On a la capacité à apporter de l'aide également, à proposer des idées.
Alors, moi, je suis fan, hein, donc la notion de management visuel également. Je rappelle, un management visuel, ce n'est pas un tableau, ce n'est pas un Kanban board ou un Scrum board. La notion de management visuel, c'est à la fois le tableau et c'est surtout l'espace de communication qu'il y a autour. C'est que prétexte à échanger, à communiquer. Donc, le management visuel, c'est un espace où on peut délibérer. Alors, j'arrive aux deux gros leviers pour moi, la notion de tabou. Souvent dans les organisations, il y a des tabous. Et les tabous sont des destructeurs de confiance. Comment vous voulez faire confiance à votre management, à l'organisation, à votre collègue, si quand il y a des choses qui sont importantes, elles ne sont pas partagées? Ça, c'est la définition d'un tabou. Donc l'invitation, ça serait à crever ces abcès, à partager ces tabous. Et ça passe par une communication. Je vous ai parlé de sécurité psychologique tout à l'heure. Je pense que cette dimension-là, c'est mettre sur la table les tabous, les nommer, les reconnaître, les partager, c'est primordial. Ça nécessite à développer la communication. Souvent, j'ai la question, mais comment on fait? Mais en tant qu'accompagnant, déjà, la première des choses, on essaie d'être exemplaire. Quand c'est de poser donc, auprès d'un collectif, je ne comprends pas, il y a un truc qu'on n'arrête pas de parler à la machine à café, on n'en parle jamais en réunion, surtout quand votre manager est là. Il y a un problème, il y a quelque chose? Donc là, évoquer ces tabous, les partager. Également, développer une culture tout à l'heure, j'ai parlé de feedback. Une culture du feedback. Alors, une culture de la confrontation. Alors, confrontation, ce n'est pas se taper dessus. Mais confrontation, c'est quand on n'est pas d'accord, d'être en capacité de se le dire. C'est primordial dans une équipe. Si on ne se dit pas les choses quand ça ne va pas ou quand il y a un problème, tout de suite, ça va être destructeur de confiance et surtout, ça va pénaliser donc, la performance. Donc, une culture de la confrontation, une culture de la transparence. Ce n'est pas pour rien que la transparence fait partie d'un des piliers donc, de Scrum et une des valeurs également donc, de l'agilité. Et enfin, la dernière des choses, c'est la vision. Alors la vision, toujours de la même façon, je ne sais pas vous, mais moi, avant de m'engager dans un changement ou sur un projet, j'aime bien comprendre où est-ce qu'on va. Alors certains ont même besoin de comprendre comment on va y aller. Et ça, pour moi, tous ces éléments, ils sont constitutifs d'une vision. Demander aux gens de s'engager sans vision, c'est juste de la maltraitance pour moi. Donc il y a nécessité, donc si vous voulez développer un cadre organisationnel, une équipe, où il y a une confiance qui s'instaure, à co-construire cette vision avec les gens de l'organisation ou les gens de l'équipe. Oui. L'objectif et la vision. Un objectif, ça va être la finalité. Donc la finalité de ton projet, on développe un logiciel qui vise à aider les livreurs à apporter de la nourriture en moins de 15 minutes chez toi. Là, on va être sur un objectif. Une vision, l'objectif va être constitutif de la vision, mais il y a bien d'autres choses. Il y a bien d'autres choses sur... on va mettre dedans, par exemple, les critères de succès. On va interroger l'ensemble des personnes. OK, cet objectif-là, ça sera un succès. Si, quoi? Et c'est là où c'est intéressant d'avoir toutes les personnes dans la salle. Parce que la personne qui va faire le dev, va dire, ouais, si on fait bien les choses, si c'est qualitatif. La personne qui est donneur d'ordre, si on respecte donc un certain budget. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'étoffer cette dimension-là. Donc c'est bien, c'est quelque chose qui est de nature à projeter dans le futur. Souvent, l'exercice que j'utilise, c'est je demande aux personnes, OK, on est à la fin du projet, on est en train de le célébrer. Voilà. Qu'est-ce qu'on se raconte? Qu'est-ce qui nous fait dire que ce projet a été un succès? C'est le fait de décrire la situation, c'est ça qui va faire qu'on va mobiliser. Cette notion de vision, elle est primordiale, c'est ça qui va faire sens. Le terme de sens, c'est un terme que j'aime beaucoup parce qu'il est polysémique. C'est-à-dire qu'il a plusieurs sens, sans faire de jeu de mots par rapport à ça. Le sens, c'est ce qui est mobilisateur. Le sens, c'est à la fois une direction, là où il faut aller. Le sens, c'est également donc, ce qui va nous mobiliser.
Le sens, c'est ce qui va nous permettre de nous mettre en mouvement. Et comment on génère ce sens? Pour moi, en co-créant une vision partagée où chacun va se retrouver dedans. Est-ce que ça répond à la question? Ouais. Donc, un exemple donc, de vision, une vision produit. Une vision produit, là, ça va être intéressant. Je parlais le cas des gens qui vont contribuer au projet, mais dans une vision produit, on pourrait également développer le point de vue de chacun des utilisateurs, donc de la solution. Dans mon exemple, on pourrait avoir les livreurs, on pourrait avoir les clients, on pourrait avoir les restaurateurs. On va leur demander effectivement quels seraient les critères de succès sur cette partie-là. La raison d'être d'une équipe, également, mon invitation, c'est très bien d'en faire une phrase. Ce qui est intéressant, c'est de l'habiller, c'est de lui donner du corps, de l'épaisseur, en allant visiter donc avec l'équipe. En synthèse, pour moi, donc 6 leviers pour bâtir une confiance organisationnelle. Donc, avoir un cadre partagé donc, et s'assurer que tout le monde est OK avec. Avoir des objectifs qui soient clairs. Donner des signes de reconnaissance. En user, en abuser. Faites des feedbacks et faites surtout des feedbacks positifs. Bon, quand ça ne va pas, il faut savoir le dire aussi. Avec des propositions constructives. Aménager des espaces de délibération où les gens peuvent donner leur point de vue. Alors, ça ne veut pas dire qu'on adopte forcément donc, leurs décisions. Mais c'est mieux que de ne pas leur donner d'espace. En étant clair sur la règle du jeu, je vais demander ton avis, mais la décision elle est déjà prise. Par contre, moi, ce qui va m'intéresser, c'est tes objections. C'est qu'est-ce qui va être compliqué, qu'est-ce qui va être difficile, et je vais bien en travailler avec toi. Avoir une notion de vision partagée. Et surtout, bannir les tabous. Petit bonus. Cadeau. Il y avait une question tout à l'heure sur une formule magique. J'en ai une. Une formule magique pour prendre du recul. Donc, j'essaie de mettre en équation, alors c'est pas moi, hop, non mince, j'ai raté mon effet. C'est un monsieur qui s'appelle Ali Armand. Moi j'ai eu la chance de suivre une formation longue donc à l'école polytechnique autour de tout ce qui est changement en organisation. Et ce concept de confiance organisationnelle vient de ce monsieur, donc vous trouverez la référence. Il y a une équation où la confiance organisationnelle, donc c'est une équation où Qui est-ce qui a fait des études scientifiques? Okay. Alors, qui n'en a pas fait? Je suis désolé pour vous. Donc, numérateur. Tout le monde sait ce qu'est un numérateur? Yeah. Donc, en haut, vous allez retrouver cadre, objectif, reconnaissance, délibération. Donc, les 4 des facteurs que je vous ai posés. Et en dessous, la notion de tabou et d'absence de vision. Chaque notion est notée de 1 à 10. Donc, 1, le cadre, il n'est pas clair, mais du tout. D'ailleurs, il n'y en a pas. 10, tout est clair et tout a été partagé. Et en plus compris. Même chose pour objectif, même chose pour reconnaissance, même chose pour délibération. Tabou, de 1 à 10. 1, il n'y a pas de tabou. Tout a été évoqué. 10, il y a plein de tabous. Absence de vision. Donc 1, on a une vision où tout le monde a été impliqué. Et 10, on n'a pas on n'a pas de vision du tout. De quoi? Non, le tabou, ouais. S'il n'y a pas de tabou, oui, tu as raison. Merci. Donc la formule n'est pas magique. C'est juste une petite prise de recul, une mise en équation. Et vous allez découvrir pourquoi. Donc le monsieur dont je vous parlais s'appelle Ali Armand. Donc c'est un monsieur qui est un chercheur. Il a écrit un livre sur la confiance entier. C'est un livre universitaire. Il est ultra riche, il est super intéressant, mais il est un peu ardu. On va prendre l'exemple d'une transformation agile. Donc une transformation agile. Donc en termes de cadre, on a beaucoup investi sur le cadre. On a fait plein d'ateliers donc avec des coachs internes, externes, on a cherché des consultants. Donc on a défini un cadre, on a appris des frameworks, on a pris du Scrum ou du Kanban, et voilà, tout est clair. Les objectifs, on a fait un effort particulier, donc on a 9 sur 10. On a posé des objectifs pour notre projet, on a même mis en place des mesures. Ce n'est pas parfait, mais c'est déjà très bien, donc 8 sur 10. Signe de reconnaissance. Donc on a créé cette notion de Scrum Master, cette notion de Product Owner, on en a profité pour augmenter les gens.
On a eu des espaces donc, de délibération. Donc tout ça, on l'a co-construit. Donc pareil, 8 sur 10. Par contre, on a des gros tabous. Il y a des gens qui s'appelaient chefs de projet. Donc on ne leur a pas dit ce qu'ils allaient devenir. De la même façon, il y a des managers, on ne leur a pas expliqué que par rapport à ce qu'ils faisaient avant et au pouvoir qu'ils avaient, ils en auraient peut-être un peu moins. En tout cas, ils pouvaient le percevoir comme tel. Et en termes d'absence de vision, on n'a pas fait beaucoup d'efforts. On leur a juste dit, voilà, on a des problèmes et on va mettre en place de l'agilité et tel framework, ça va solutionner nos problèmes. Donc du coup, on a 9 et 7. Donc un petit peu de mathématiques, 9 plus 8, 17, plus 7, 24, plus 8, 32. 9 et 7, 16. 32 que divise 16. 2. 2 sur 20. 20 étant la note maximale. Si on fait 10 plus 10 plus 10 plus 10 que divise 1 plus 1, ça va faire 20. 2 sur 20, c'est pas terrible. C'est pas grave. On itère. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente tout. On augmente le cadre. 10. Il y a 3 trucs qui n'étaient pas clairs. On a mis tout le monde en atelier sur une journée pour l'identifier et on a complété nos processus. On les a formalisés. Objectif. Il nous manquait 2 KPI. Bon, on a réussi qu'à en mettre qu'un, mais on est à 9 sur 10. Reconnaissance. On était à 7 sur 10. On avait oublié d'augmenter certaines personnes. Allez, on donne 3% à tout le monde. On est royal. On monte à 8 sur 10. Délibération. Tout ça, on l'a fait en demandant leur avis aux gens. On a fait un sondage des ateliers. 9 sur 10. Bon, tabou et vision, on n'a rien fait. Alors, ça nous a coûté, on a mis de l'argent là. Hein. On a fait revenir des consultants et tout. Donc, on était à 2. On a tout augmenté. On passe à 2,25. C'est mieux, c'est mieux. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est satisfaisant? Je ne crois pas. Donc, l'invitation, je reviens à nos notes initiales. Hein. Donc 9, 8, 7, 8. Et ce que je propose, c'est de mettre le paquet sur la partie tabou et sur la partie vision. Qu'est-ce qu'on a fait? Sur les tabous, on a mis sur la table ce dont tout le monde parlait à la machine à café. Au niveau des chefs de projet, demain, dans l'organisation, il n'y a plus de chef de projet. Par contre, on va travailler donc avec eux sur des trajectoires. Il y a plein de nouveaux rôles, il y a plein de gens qui ont des compétences et des qualités, et l'idée c'est les accompagner, de voir avec eux comment ils veulent être accompagnés, de quoi ils ont envie sur cette partie-là. Et en tout cas, on l'a posé. On n'a pas tout résolu, mais au moins on se l'est dit. Et au moins on a été clair. Et cette notion de vision, on a réuni l'ensemble de l'équipe, et pour dire, voilà, à quoi notre devenir, dans un an, notre organisation, à quoi elle va ressembler. Et si on fait ça, donc là, on n'a pas mis plus sur cette partie-là. Vous vous rappelez, on était à 2. Donc, 9 et 8, 17 et 7, 24 et 8, 32. 1 plus 1, 2. 32 que 10, 2. 16 sur 20. Alors, c'est une démonstration mathématique. L'exemple que je vous donne, il est tiré de mon expérience. Ça se passe beaucoup mieux quand on part sur ce type d'implémentation, donc en termes de transformation. En tout cas, c'est le cas dans mon cas. Ce n'est pas magique non plus. Donc, voilà. C'est juste une aide à la décision. Voilà. Où est-ce qu'on met l'effort? Où sont les points d'attention? Cette équation, elle permet d'illustrer que cette notion de tabou et cette notion de vision, c'est 2 notions qui sont primordiales. Vous voulez mettre votre organisation en mouvement, chasser les tabous, passer du temps à élaborer une vision. La confiance en synthèse. Donc, c'est comprendre et dépasser la peur et se mettre en action. Si on n'a plus cette peur, on peut avancer. Donc, 2 types de confiance, confiance interpersonnelle et confiance organisationnelle. Donc 3 vertus donc à la confiance, ça permet de développer performance individuelle, performance d'équipe et d'adapter plus facilement l'organisation. 4 concepts qui m'apparaissent clés quand on travaille sur cette notion de confiance, c'est accepter le lâcher-prise, bâtir la confiance pas à pas, par incrément, par itération, tenir compte du contexte, chaque contexte est différent,
Il y a des contextes où ce n'est pas pertinent donc de faire une confiance aveugle à une équipe, à une personne. Changer de regard. Alors, essayez de changer de regard, en tout cas, de développer, de renforcer sa croyance en la capacité des personnes et des équipes à faire. 5 leviers pour construire cette notion de confiance relationnelle: intention, comportement, compétence, succès, vulnérabilité. Et 6 axes pour construire une confiance organisationnelle: cadre partagé, objectif clair, signe de reconnaissance, espace de délibération, vision partagée et bannir les tabous. Pour aller plus loin, je vous ai mis tout un ensemble de références. Il me reste du temps ou pas? 3 minutes. Ok, bon, ben, je passe. Vous les avez dans les slides. De quoi? Tu vas le mettre en ligne. Oui, je mets en ligne. Une invitation. C'est filmé en plus. Oui, c'est filmé en plus. Donc, coucou à tous ceux qui me regardent. Invitation. Donc, une invitation. Mon propos, ce n'est pas que vous appliquiez à la lettre tout ça. C'est juste un partage d'expérience. Mais si je devais vous faire une invitation, c'est peut-être d'essayer, donc lundi, quand vous rejoindrez donc, votre entreprise ou le contexte dans lequel vous évoluez, peut-être d'essayer de mettre en œuvre un de ces concepts ou une partie d'un de ces concepts dans vos quotidiens et l'expérimenter. Et de voir, voilà, d'avoir une petite prise de recul, qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que ça génère donc, en termes de confiance. Voilà. Si vous voulez déménager sur Bordeaux, on n'habite pas loin de la plage et on recrute. Ça, je l'ai fait, hein, c'est pour mon employeur. Remerciements. Merci à vous tous. Donc, merci à toutes les personnes qui travaillent avec moi. Merci. Donc, j'ai parlé de ce monsieur qui s'appelle Ali Armand. Je pourrais parler de Patrice Naudy aussi, qui est un de mes enseignants. Aux équipes Lectra, donc, j'ai la chance d'accompagner depuis 18 ans. Aux membres de mon équipe, donc Nicolas et Sylvia, aux communautés dans lesquelles j'interviens, à mes étudiants qui me font progresser et surtout à ma famille qui me suit partout sur les conférences. Donc, je choisis les vacances en fonction des conférences. Voilà. Et pour vos feedbacks, c'est ici. S'il reste 2 minutes, je peux répondre à une ou 2 questions ou je resterai là après ou à la pause. Et ce que je vous propose, c'est de vous applaudir, vous, parce que vous êtes restés jusqu'à la fin.